Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, la dette publique du Japon. Vous avez sans doute entendu dire que le Japon a la dette la plus élevée au monde, mais savez-vous vraiment ce que ça signifie? Comment un pays peut-il avoir une dette supérieure à 220% de son PIB et pourtant continuer à fonctionner sans crise majeure? Quels sont les mécanismes derrière cette situation exceptionnelle? Et surtout, est-ce que cette dette représente un danger pour l'avenir du Japon et plus généralement pour l'économie mondiale? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions en détail. Nous verrons d'abord qu'est-ce que c'est que la dette publique, puis nous étudierons l'histoire particulière du Japon, sa structure de dette, ses causes profondes et enfin ses conséquences et perspectives. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, commençons par les bases. Qu'est-ce que la dette publique? La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par un État pour financer ses dépenses quand ses recettes fiscales ne suffisent pas. Elle peut être exprimée en valeur absolue, mais on préfère souvent la rapporter au PIB, c'est-à-dire à la richesse totale produite par un pays en un an. Ce ratio dette-PIB est un indicateur clé pour juger de la soutenabilité de la dette. On distingue aussi la dette brute, qui est la totalité des engagements, et la dette nette, qui tient compte des actifs détenus par l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon a une dette brute très élevée, mais ses actifs publics sont également importants. Le déficit budgétaire, lui, correspond à la différence entre les recettes et les dépenses d'un État sur une année. Lorsque ce déficit est chronique, il alimente la dette publique. Les États empruntent souvent Pardon. Les États empruntent souvent en émettant des obligations, des titres que les investisseurs achètent en échange d'un intérêt. Plus la confiance dans un pays est élevée, plus le taux d'intérêt demandé par les prêteurs est faible, et inversement. Donc maintenant que toutes ces notions sont claires, voyons comment tout cela s'applique au Japon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, il a une histoire économique particulière. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu une croissance fulgurante jusqu'aux années 1980. Mais à la fin des années 80, une bulle spéculative immobilière et boursière a éclaté, provoquant une crise majeure. Cette crise, elle a marqué le début de ce qu'on appelle la décennie perdue, une période de stagnation économique qui s'est prolongée. Pour relancer l'économie, le gouvernement japonais a massivement augmenté ses dépenses, creusant les déficits publics. Les années 90 et 2000 ont vu une accumulation rapide de la dette. Donc c'est ce que nous pouvons voir directement sur ce graphique. Par ailleurs, la Banque du Japon a mené une politique monétaire ultra accommodante avec ses taux d'intérêt très bas et des achats massifs d'obligations d'État. Cette politique a permis de contenir le coût de la dette mais n'a pas relancé la croissance. Aujourd'hui, la dette publique japonaise dépasse les 260% du PIB, c'est un record mondial. Cette situation unique s'explique par plusieurs facteurs que nous allons maintenant détailler. Alors, un élément clé pour comprendre la dette japonaise est la structure de ses détenteurs. Contrairement à beaucoup de pays, la majorité de la dette japonaise est détenue par des acteurs nationaux. Donc c'est ce que nous pouvons voir sur ce graphique. Environ 40% est détenu par la Banque du Japon et la Banque centrale. Elle achète régulièrement des obligations d'État dans le cadre d'un programme appelé Quantitative Easy. Environ 50% de la dette est détenue par des institutions financières japonaises, donc des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, ainsi que par les ménages via leurs placements. Ensuite, seul environ 10% de la dette est détenue par des investisseurs étrangers. Cette situation offre une certaine stabilité car les détenteurs nationaux sont moins enclins à se faire massivement des obligations. La Banque du Japon, en jouant le rôle d'acheteur de dernier recours, maintient également les taux d'intérêt très bas. C'est ce modèle où la dette est majoritairement détenue en interne qui permet au Japon d'éviter une crise majeure malgré un endettement élevé. Mais cela comporte aussi des risques dont nous allons voir tout de suite. Pourquoi cette dette est-elle aussi élevée? Plusieurs causes profondes expliquent cette situation. La première est le vieillissement démographique. Le Japon a une population la plus élevée du monde, avec environ un tiers des habitants âgés de plus de 65 ans. Ce vieillissement implique des dépenses sociales et de santé très importantes. La deuxième cause est la faible croissance économique depuis les années 90. La croissance stagnante réduit les recettes fiscales et complique la réduction de la dette. La troisième cause est la politique budgétaire. Pour soutenir l'économie, le gouvernement a adopté des plans de relance successifs financés par la dette. Enfin, la politique monétaire ultra-accommodante avec des taux très bas permet de limiter le coût du service de la dette. Ces facteurs combinés expliquent l'accumulation continue de la dette.
D'ailleurs, si jamais vous souhaitez investir, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à investir avec eToro. C'est vraiment un broker qui est fiable. Je vous ai mis le lien qui est juste dans la description et si vous vous inscrivez, vous aurez un petit bonus. Voilà, petite parenthèse, je reprends sur les conséquences économiques, sociales et politiques. Donc maintenant, quels sont les effets d'une dette aussi élevée? Le principal avantage est que grâce au taux très bas, le Japon finance sa dette à faible coût. Cela évite qu'une part trop importante du budget soit consacrée aux intérêts. Cependant, cette situation peut devenir fragile si jamais les taux remontaient brutalement. Le vieillissement impose aussi un fardeau social lourd, ce qui veut dire que les générations futures pourraient devoir assumer un poids financier lourd. En fait, cette situation limite les marges de manœuvre du gouvernement en cas de nouvelle crise économique. C'est un équilibre délicat entre stabilité et vulnérabilité. Maintenant, nous allons voir les débats et controverses, les différents points de vue optimistes et pessimistes. Donc la dette japonaise, elle est source de débats intenses. Certaines soutiennent qu'elle est gérable grâce aux détentions internes et aux politiques monétaires, d'autres alertent sur les risques d'une remontée des taux ou d'un choc économique. Des questions politiques fortes se posent par l'augmentation des impôts, la réforme des retraites ou encore l'immigration. Le contexte géopolitique régional avec la Chine ou avec la Corée du Sud influence également la confiance des marchés. Ces débats restent ouverts et passionnés. Maintenant, nous allons voir quels sont les différents scénarios d'avenir. Donc maintenant que nous avons vu la situation actuelle du Japon et les défis auxquels ils font face, donc nous allons voir les scénarios d'avenir. Donc le premier scénario, c'est tout simplement la continuité. Donc le gouvernement japonais pourrait continuer sur sa lancée actuelle avec des politiques budgétaires prudentes et la Banque du Japon maintenant sa politique monétaire ultra accommodante. Donc les taux d'intérêt resteraient très bas, ce qui permettrait de financer la dette sans pression majeure sur le budget. Donc si jamais ça se passe, le Japon il éviterait une crise majeure à court terme, mais la dette continuerait à augmenter légèrement sans que ça ne devienne explosif. Donc ce scénario en fait il mise sur la stabilité avec des ajustements progressifs, notamment dans les dépenses sociales et une croissance économique modérée sans grande surprise. C'est donc le scénario calme que privilégient pour l'instant les autorités japonaises. Maintenant nous allons voir quel est le deuxième scénario. Donc le deuxième scénario, c'est un scénario qui est plus inquiétant, qui est souvent redouté par les économistes. Si pour une raison ou une autre les taux d'intérêt augmentaient fortement, par exemple à cause d'une inflation mondiale qui repartirait à la hausse ou d'un changement dans la confiance des marchés, le Japon se retrouverait dans une situation très délicate parce que le coût du service de la dette exploserait, ce qui pourrait contraindre les gouvernements à augmenter fortement les impôts ou à réduire ses dépenses, avec des conséquences économiques et sociales du coup lourdes. Cela pourrait même provoquer une crise financière si les investisseurs perdaient confiance. Donc la majorité de la Banque du Japon a contrôlé les taux est donc crucial pour éviter ce scénario. Ensuite, le troisième scénario, c'est la reprise économique. Donc celui-ci, c'est un scénario qui dit qu'une croissance économique plus forte permettrait de réduire le ratio dette-PIB sans même diminuer la dette en valeur absolue. Cela signifie que si le Japon parvient à relancer durablement son économie grâce à l'innovation, la productivité ou à l'ouverture à l'investissement étranger, la dette deviendrait donc plus soutenable. Une économie plus dynamique augmenterait les recettes fiscales, réduirait les déficits et rendrait la charge de la dette plus légère. Ce scénario est un scénario optimiste, mais pour l'instant la croissance reste très modérée. Ensuite, le quatrième scénario, c'est tout simplement des réformes structurelles. Le Japon pourrait choisir d'adopter des changements profonds pour relever les défis du vieillissement et de la dette. Cela passe des réformes du marché du travail pour intégrer plus de femmes, de seniors et d'étrangers, par exemple encourager l'immigration contrôlée, moderniser le système de retraite, investir dans la robotisation et l'intelligence artificielle pour compenser la baisse de la population active. Ces mesures pourraient stimuler la croissance, réduire la pression sur les finances publiques et permettre un meilleur équilibre budgétaire. Mais elles demandent du temps, de la volonté politique et peuvent rencontrer des résistances sociales. Et enfin, il existe donc un scénario extrême, une crise majeure. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est un choc économique global, une perte de confiance massive ou une crise politique interne qui pourrait déstabiliser la situation. Dans ce cas, le Japon devrait faire face à des ajustements douloureux avec un possible impact sur la qualité de vie de ses citoyens. Heureusement, ce scénario est aujourd'hui considéré comme peu probable, mais il reste une épée de Damoclès. Donc pour résumer, l'avenir de la dette japonaise dépendra en grande partie de la conjoncture économique mondiale, des choix politiques du Japon et de la capacité à s'adapter aux transformations démographiques et technologiques.
C'est un enjeu crucial pour le Japon, mais aussi pour le reste du monde, parce que l'économie japonaise est intégrée à l'économie globale. Donc maintenant, nous allons tout simplement comparer avec d'autres pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Grèce, elle a connu une crise majeure malgré une dette qui est bien plus faible que le Japon. Donc la dette de la Grèce, elle est de 180%. Les États-Unis ont une dette élevée, mais une monnaie de réserve mondiale. Donc les États-Unis, ils ont 120% de dette. La France et l'Allemagne ont des dettes moindres, mais des situations économiques sont très différentes. Donc la France ici a 110% de dette et l'Allemagne ici 70%, même si on ne le voit pas. Voilà. Donc chaque pays a ses spécificités et le Japon reste un cas unique. Cela nous enseigne beaucoup sur la gestion de la dette publique. Ensuite, pour conclure, la dette publique japonaise est un cas exceptionnel. Elle illustre un modèle économique particulier qui combine endettement massif, vieillissement et politique monétaire agressive. Ce modèle est stable pour le moment, mais pas sans risque. Comprendre cette réalité est essentiel pour saisir les défis économiques mondiaux actuels. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez investir avec eToro, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.